Ce magazine vous est proposé par le groupe NCA Assurance et Banque. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. C'est la misère qui est à l'origine de tous les problèmes. Et je me souviens encore d'un journal que j'ai eu à lire dans un pays voisin où on a dessiné un président à genoux, un président africain, qui tendait les mains pour demander l'aide et l'aide additionnelle aussi. Quand on est obligé de tendre la main, c'est qu'on n'a plus de dignité. Fier, lucide et déterminé, Ibrahim Maïna Sara Barré l'était certainement. Mais difficile pour lui de ne pas tendre la main, de ne pas courtiser les bailleurs de fonds, lorsque, comme lui, on est à la tête d'un pays aussi pauvre et aussi dépendant de l'aide extérieure que le Niger. Vaste ensemble sahélien aux portes du désert, brûlé par le soleil 10 mois sur 12. En civilisant son régime, en organisant une élection pour se donner une légitimité, il n'est toujours pas parvenu à se faire accepter par la classe politique locale qui s'est coalisée pour le faire partir, mais également par une communauté internationale qui observe cet officier austère, rigoureux et honnête, avec une certaine méfiance, une certaine distance. Certes, il a mis fin grâce à son coup de force au blocage politique qui menaçait la stabilité du pays, mais les militaires, on a du mal à les accepter durablement à la tête des nations. Parce que qu'est-ce qui a manqué ici? C'est justement la fermeté. Parce qu'actuellement, à travers le Niger, depuis 90 pratiquement, c'est une grande cour de récréation, personne ne travaille. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Ibrahim Maïna Sara Barré. Un coup d'État est un coup d'État, mais il faut voir les raisons qui ont amené les militaires à prendre le pouvoir dans chacun des pays. Et nous, en ce qui concerne le Niger, parce que c'est donc le pays que je connais le mieux, ce qui nous a amené à prendre le pouvoir, c'est qu'il y avait vraiment un blocage des institutions, ce qui est tout à fait anormal. Il y avait aussi des risques de guerre civile, sans compter toutes les conséquences. Si plus d'un an après le putsch qu'il a installé à la tête du Niger, bien que désormais légitimé par les urnes, Ibrahim Barré Maïna Sara éprouve encore le besoin de justifier son acte, de l'expliquer à ses pairs et à la communauté internationale, c'est parce qu'il est toujours confronté au rejet de certains. Il doit déployer une diplomatie particulièrement active pour gagner la respectabilité, mais également faire reprendre la coopération, si vitale pour le Niger. Il doit organiser une contre-offensive face à l'opposition réunie au sein du FRDD, le Front pour la restauration et la défense de la démocratie, qui mène une véritable campagne auprès des chancelleries pour qu'elles ne lui accordent pas des aides et soutiens pour faire face à ces échéances. Ainsi, il est au cours de cette année 1998 de tous les grands rendez-vous continentaux et internationaux. Il est à Cuba pour chercher de l'aide. Il a besoin de médecins et infirmiers. Il faut faire face aux grèves intempestives dans le secteur de la santé. Abdoulaye Soulé, ancien ministre de l'Intérieur. Il a effectué un déplacement Cuba pour ramener plus d'une centaine de médecins cubains. Ils sont restés encore, je ne sais pas si aujourd'hui même il n'y a pas un reliquat de ces médecins-là. En la matière, c'est la géographie qui commande. On ne peut pas choisir les voisins, mais ils sont là. Et le mieux, c'est de vivre en très bonne harmonie avec tous ces pays-là. Bon, et la Libye aussi fait partie de ces pays avec lesquels nous déployons le maximum d'efforts, en tout cas, pour que nos relations soient tout à fait exemplaires. Ibrahim Maïna Sara Barré, malgré l'embargo sur la Libye imposé à cette période-là par la communauté internationale, entretient de bonnes relations avec son voisin, Muammar Kadhafi. Et nous faisons partie de ceux qui ont donc été en Libye en violant l'embargo. Bon, nous pensons qu'il n'y a rien de plus normal. Je crois que c'est une attitude tout à fait courageuse qu'il faut, disons, multiplier d'ailleurs, parce que nous avons souvent regretté qu'on n'applique pas les mêmes critères à tous les pays. Cette attitude courageuse va naturellement susciter la colère de certaines chancelleries qui voient d'un mauvais œil le rapprochement avec le guide libyen. Mais Ibrahim Barré Maïna Sara se veut rassurant. Mais il ne peut pas s'offrir le luxe de se fâcher avec certains partenaires. Si au début les relations avec la France sont tendues, ou du moins un peu tièdes, elles vont rapidement connaître une petite éclaircie. Aux grandes dames de l'opposition qui s'y étaient opposées jusque-là. Le président Chirac va finalement le recevoir à Paris en mars 1999. Certes, au moment du coup d'État, nous avons fait l'objet de condamnations, et nous le comprenons, ces condamnations de principe. Mais par la suite, les institutions
de Bretton Woods, en l'occurrence le FMI et la Banque mondiale, ont affiché une attitude tout à fait positive à notre endroit. Et en ce moment, je peux affirmer que nous avons d'excellents rapports avec ces institutions qui, elles, se déterminent par rapport à une situation économique plutôt au lieu de la situation politique. Et cette situation a permis le déblocage du financement prévu dans le cadre de l'aide allant du mois d'avril 96 au mois de mars 97. Et cela constitue une bouffée d'oxygène qui va nous permettre au moins de redresser économiquement notre pays. Avec les institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, tout comme la majorité des bailleurs de fonds, les relations sont plutôt mitigées. Elles se sont améliorées, c'est vrai, au fil du temps. D'abord et surtout en raison de la rigueur avec laquelle le président Barré essaie d'appliquer leurs injonctions. Il faut dire qu'il est très entreprenant et qu'il multiplie les projets structurants qui doivent fournir au Niger des revenus nécessaires à son autonomie. C'est son rêve en tout cas. Il faut que le Niger retrouve sa dignité. Mais le principal problème auquel est confronté Ibrahim Barry Maïnassara est d'abord intérieur. Il doit faire face à une opposition qui a décidé de le faire partir. Une opposition qui manifeste et qui est en permanence dans les rues. Elle exige ni plus ni moins que sa démission. Ibrahim Maïnassara Barré. J'ai décidé, dans le respect des lois républicaines et de la Constitution, de remettre de l'ordre dans la marche de nos institutions. Et je commence par inviter solennellement nos compatriotes qui croient avoir trouvé la solution à nos difficultés dans des marches interminables émaillées d'invectives, de casses, de provocations multiples et autres intoxications, à joindre leur intelligence pour qu'ensemble, nous bâtissions un Niger de concorde et de paix. Il n'est pas question pour l'opposition réunie au sein du Front pour la restauration et la défense de la démocratie de rejoindre le gouvernement. Pas question pour elle d'accepter la main tendue. Ils marcheront jusqu'à ce qu'ils partent des affaires. Et le président Barré continue de négocier un rapprochement. Il faut en finir avec cette chienlit, cette intransigeance de l'opposition, cette guerre des hommes. Il va sous le poids des manifestations, de la pression sociale et politique, promettre d'organiser des élections locales. Il a trouvé un accord avec l'opposition. Pour ma part, j'entends organiser ces élections dans la transparence, l'équité, afin que les enjeux qui sont extrêmement importants, surtout qui vont créer toutes les conditions pour que les populations puissent être impliquées dans la gestion de leurs propres affaires, ces élections, disais-je, représente pour moi un tournant décisif dans la vie de la nation nigérienne. Et c'est pour cela que je tiens à réaffirmer, en tout cas mon engagement et toute ma détermination pour que l'organisation de ces élections soit la plus transparente. Ces élections vont effectivement être mieux organisées que les deux précédentes. L'opposition qui cette fois-ci y participe en sort vainqueur. Elle vient un peu de fragiliser le camp du président dans les régions. Et il faut relativiser les choses. Il faut les situer dans leur juste proportion, sans exagération ni amplification tout à fait superflue. Parce qu'il s'agit bien d'élections locales, donc d'élections de proximité. Vous savez que les enjeux ne sont pas les mêmes que quand il s'agit par exemple d'élections présidentielles ou d'élections législatives. En réalité, si l'opposition exulte, c'est parce qu'elle sait qu'elle vient d'être renforcée auprès des masses et des syndicats. C'est une première victoire pour elle dans son combat pour faire partir Barré. Le chef de l'État de son côté vient de montrer sa bonne volonté, son désir de détente. Les manifestations ne cessent pas pour autant, bien au contraire. Les grèves se multiplient dans les services publics. Les syndicats exigent entre autres le paiement des arriérés de salaire. J'ai été clair, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a de plus normal pour un État qui se respecte que de payer le salaire des fonctionnaires. Ça, au moins, c'est quelque chose d'élémentaire. Ce sont des dépenses de souveraineté. Mais si nous n'arrivons pas à le faire, c'est qu'il y a une raison bien précise. Alors, il faut trouver donc des solutions parce que la plupart des fonctionnaires pensent qu'un État n'a que les salaires des fonctionnaires à payer. Mais il y a le service de la dette, il y a les administrations à faire fonctionner, il y a les engagements par rapport à certaines institutions bancaires, à certains organismes. Avec ces institutions-là, quand vous ne tenez pas, disons, le cap, vous sortez du programme. Et là, c'est la catastrophe pour le Niger, parce que le Niger a besoin de ce programme. Pour le président Ibrahim Barry Maïnassara, donc, la priorité est ailleurs. Et les grèves peuvent se poursuivre. Je leur ai dit, vous pouvez aller en grève illimitée si vous voulez. Mais s'il y a de l'argent, vous n'avez même pas besoin de gréver, nous vous paierons. Il n'y a pas d'argent, vous n'aurez pas un copec.
Et ça, au moins, c'est clair. Et ils le savent et ils partent quand même en grève. Et ils réclament ensuite qu'on leur paie même ces jours de grève. Si tout travail mérite salaire, mais quand on n'a pas travaillé, on ne peut pas réclamer donc de salaire. Surtout que si on faisait le décompte, mais ce sont eux qui doivent même rembourser quelque chose à l'État. Donc, les syndicats s'agitent et tout cela, comme je dis, nous, cela ne nous perturbe pas. Et comme je dis, s'ils font une grève illimitée, ça nous permettra, nous, de faire des économies, de réduire la masse salariale. C'est déjà ça. Février 1999. Après 3 années à la tête du Niger, Ibrahim Barry Maïna Sarré est enfin reçu officiellement à l'Élysée par Jacques Chirac. C'est la détente. Cette visite marque un tournant dans sa diplomatie. Il n'est plus le soldat infréquentable. Quelques jours avant son départ pour Paris, l'opposition a demandé à ses militants de prier et de jeûner pour précipiter la chute du régime. Le président ironise, leur disant qu'au lieu de prier pour obtenir sa chute, il ferait mieux de demander à Dieu une bonne pluviométrie pour enrayer la sécheresse qui sévit dans le pays. La sécheresse, un combat permanent pour lui, une réelle préoccupation qui prend une bonne partie de son temps. C'est un homme un peu plus réconforté qui rejoint le Niger après une visite de 5 jours en France. Ayana Barré, la fille du président. En fait, malgré son emploi du temps très chargé, on avait toujours eu des relations assez proches et je me souviens que très souvent j'essayais de me faufiler entre 2 audiences. Je surveillais par la fenêtre dès qu'il avait un moment. J'allais dans le salon, m'asseoir à côté de lui, juste le matin regarder les informations avec lui, juste histoire de pouvoir passer un peu de temps et discuter. On pouvait rigoler parfois sur Euronews spécialement, on discutait des nouvelles et c'était un père très attentif, très impliqué malgré tout l'emploi du temps chargé. Ce père de famille attentionné doit cependant faire face à d'autres menaces plus proches. On parle de plus en plus de complots, de tentatives de putsch autour de lui. Ce n'est pas la sérénité dans son service de sécurité. La rumeur enfle dans la capitale Niamey. Clémence Barré, son épouse. Le contexte était tellement fébrile, il y a eu plusieurs alertes d'assassinat. Moi, j'en connais au moins 3, dont une très officielle parce que la justice s'en est occupée. Donc, il y a eu une plainte déposée à la justice pour complot d'assassinat contre le président Barré. Je veux parler de l'affaire qu'on a intitulée le Commando K. Donc, ce sont des éléments, quand vous entendez parler, il y a une mutinerie dans l'armée, quand vous entendez dire que, il y a une tentative d'assassinat, quand vous entendez qu'il y a des rumeurs de ce genre de manière assez insistante pendant plusieurs années, disons, peut-être que le moment où réellement ça va intervenir, vous ne le percevez pas plus qu'à un autre moment. Djibril Barré, le frère cadet du président Ibrahim Barry Maïna Sarré. Au retour, en 97, je crois que c'est en novembre 97, du président Barré au sommet de Hanoï, un garde-corps des enfants est venu m'informer, qui venant de la présidence, qu'il y avait un mouvement suspect qui se passait parce que les Wanké ont demandé à la présidente Clémence Barré, vous pouvez vérifier avec elle, de rentrer chez elle. Parce qu'ils avaient projeté de l'assassiner à la descente de l'avion. Immédiatement, je suis rendu à la présidence, j'ai demandé à la présidente de ne pas bouger. On s'est rendu à l'aéroport, il se trouvait que l'excellent ministre de l'Intérieur du président Barré, qui était Idi Ango Omar, avait pris toutes les dispositions pour qu'à l'arrivée du président, rien ne se passe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lors d'une mutinerie en 98, la garde républicaine, c'était à côté du palais, il y avait une panique, il y avait des tirs au niveau de la garde présidentielle qui n'est pas loin du palais. Je suis parti, j'ai trouvé le président seul au salon. Donc, toute sa garde, il y avait Kili, la garde rapprochée, et Wanké, ils dévisaient dans la cour. C'était une mutinerie, mais c'est un coup qui était en train de réussir. Donc, il m'a dit non, donc toi tu vas rester, nous on va aller. Et c'est là qu'ils sont allés avec, disons, l'armement de la présidence, puisqu'il y avait les LRM. Bon, je crois qu'il a un peu mal pris ça parce qu'il a senti un peu que c'était, ça l'a un peu humilié. Daouda Malam Wanké est donc clairement pointé du doigt dans cette période comme étant une menace pour le président de la République. Celui-là même qui est chargé de sa sécurité rapprochée. Djibril Barré, le frère du président. Chaque fois que les forces de sécurité devaient le neutraliser, après il venait voir le président et il demandait pardon et puis le président le laissait. C'est ce qui n'était pas populaire, bien sûr. Parce que nous, on mettait nos vies en danger compte tenu du fait que, bien entendu, ils savaient qu'on savait. Clémence Barré, l'épouse du président. Alors, Dame Daoumala Mouanké, je pense, n'a jamais eu des relations particulièrement bonnes avec mon époux.
C'est un monsieur, quand il a été nommé à la tête de la garde présidentielle, j'étais la première surprise et je ne sais pas ce qui a prévalu à sa nomination parce que ce n'était pas une personne qui, à notre avis, n'avait ni les capacités ni été de confiance pour occuper ce poste-là. Abdallah Wafi, ancien chef des services de renseignement d'Ibrahim Barry Maïna Sara. Daouda Malo Wanké a joué un rôle clé dans le coup d'État qui a porté le président Barry au pouvoir. Daouda Malo Wanké commandait la compagnie d'appui et donc à ce titre-là, il avait avec lui une puissance de feu qui a été mise à profit pour pouvoir perpétrer le coup d'État. Daouda Malo Wanké était lui-même un chef militaire, bien que de rang peut-être subalterne, mais qui avait l'estime de beaucoup de ses hommes, et donc il avait avec lui des officiers, des hommes de troupe, des sous-officiers aguerris et acquis à sa cause. Et c'est tout naturellement qu'il s'est mis au service du président Barré pour constituer la garde présidentielle, la garde rapprochée du président Barré. Alirou Mahamadou, ancien sergent-chef, attaché du cabinet d'Ibrahim Barry Maïna Sara. Je fais partie des gens qui ont conseillé le président à faire quitter Daouda Malo Wanké à la garde présidentielle. En réalité, nous avons compris que Daouda Malo Wanké déjà est quelqu'un qui aime trop l'argent. Donc le président, il a senti que c'est des gens qui vont aller mentir à son nom pour reprendre de l'argent. Voilà ce qui a fait qu'il a voulu le changer. Abdallah Wafi, ancien chef du service de renseignement de la présidence de la République. L'argent serait donc la cause de leur divergence? Non, je ne crois pas que ce soit la cause de leur divergence. Je crois que c'est venu bien plus tard. Au début, vraiment, il y avait la cohésion, le CSN, le comité militaire qui avait été mis en place et que dirigeait le président Barré, avait bien fonctionné avec un groupe d'officiers. Il y avait vraiment un esprit de fraternité, de convivialité et de fraternité d'armes entre eux qui faisait qu'il y avait beaucoup de cohésion. Mais par la suite, vous savez, la politique, quand les militaires s'occupent de politique, eh bien, on va toujours, à un moment ou à un autre, à un clash. Rappelez-vous le régime de Kounché. Quand Kounché a pris le pouvoir, 10 ans après, tous les compagnons qui l'avaient permis de prendre le pouvoir et qui constituaient le Conseil militaire suprême, eh bien, ils étaient passés à la trappe. Alors, c'est tout naturellement que le CSN aussi a même fini carrément par être dissous et le président Barré ayant quitté le rang de l'armée a voulu quelque part civiliser son régime, s'ouvrir aux civils, aux partis politiques, mais ça a été très difficile parce que les partis politiques le considéraient comme un intrus, comme un usurpateur, ils l'ont combattu et ils voulaient la restauration de la démocratie, ils voulaient retourner aux urnes pour donner la liberté au peuple de choisir ses dirigeants. Voilà un peu, je crois, le fond. Mais dire que c'était des questions d'argent, je ne pense pas. Je n'ai pas perçu cette dimension dans leurs relations. Abdoulaye Soulé, ancien ministre de l'Intérieur et de l'administration territoriale. Ceux qui sont plus proches, ceux qui étaient proches de lui, dont Daouda Malo Wanké, ont été guidés par leur cupidité. Parce que quelque temps avant, nous avons mis des filatures à l'intérieur du pays. Y compris dans les banques, on a vu revenir beaucoup de devises à être échangées, soit par des proches des militaires, soit par leurs parents directs, soit par des amis, pour être changés dans les banques. Donc c'était des rapports qu'on avait, on savait très bien qu'il y avait de l'argent qui avait circulé pour pousser certaines personnes à, si ce n'était pas possible de faire un coup d'État, d'organiser un assassinat politique. Si Ibrahim Barry Maïna Sara doit faire face à une opposition déterminée à le faire partir coûte que coûte, il doit donc également gérer cette rumeur qui veut que l'un de ses plus proches collaborateurs a l'intention de le supprimer. Celui-là même qui est chargé de sa sécurité. Alirou Mahamadou, ex-sergent-chef attaché du cabinet du président. Le président Barré ne voulait pas trahir. Pour lui, c'est une trahison s'il le fait quitter. Il a même pris le soin de le faire remplacer par un autre. Nous, c'est à notre grande surprise même qu'on ne sait pas par quel miracle il est venu sur sa décision. Le climat n'est pas très sain en ce début du mois d'avril dans l'entourage du président Ibrahim Barry Maïna Sara. Niamey bruise des rumeurs sur les conflits qui opposeraient la sécurité du président à sa famille. Des rumeurs sans fondement qui s'appuient sur un drame qui se prépare comme nous allons le vivre dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous consacrons à Ibrahim Barry Maïna Sara. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Les archives d'Afrique
à la FOCA. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Que souhaiteriez-vous que les Nigériens disent de vous lorsque vous vous serez retiré de la scène politique? Oui, qu'ils disent que finalement il a eu raison de faire ce qu'il a fait, qu'il a été intègre et juste, qu'il a été un véritable patriote qui s'est occupé de la population la plus démunie et qui a contribué au redressement économique et financier de son pays. Suite aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Ibrahim Maïnassara Baré. En ce début de mois d'avril, l'une des périodes les plus chaudes au Niger, où la température dans la journée dépasse parfois les 48 degrés, il n'y a pas que le mercure qui soit haut dans le thermostat. Le climat politique l'est aussi. L'opposition devant la fermeté du président Ibrahim Barry Maïnassara continue de hausser le ton. En interne au palais aussi, ce n'est pas la sérénité. Le service de sécurité du chef de l'État, notamment son chef, le commandant Daouda Malam Wanké, est de plus en plus montré du doigt par les proches du chef de l'État qui le soupçonnent et l'accusent même de préparer un putsch, d'avoir déjà trempé dans quelques tentatives manquées. Abdoulaye Soulé, ancien ministre de l'Intérieur et de l'administration territoriale. Il était un certain nombre qui avaient organisé plusieurs fois le dispositif de sécurité a été modifié pour permettre des choses. Et puis la veille, moi j'étais avec le président de la République pour lui recommander de ne pas effectuer le déplacement. Mais c'était, vous savez, le plus gros défaut du général, c'était qu'il n'avait peur de rien en dehors de Dieu. En dehors d'Allah, il n'avait peur de personne. Bon. Et ça se voyait dans son comportement de tous les jours. Il lui est arrivé de prendre la voiture, faire le tour de Niamey seul ou avec seulement un seul garde du corps. Donc, c'était quelqu'un qui avait foi et qui pensait que ce qu'il faisait était juste et que ça permettait au Niger d'aller de l'avant. À toutes ces mises en garde qui viennent d'un peu partout, le président Ibrahim Barry Maïnassara semble ne pas accorder une grande importance. Abdoulaye Soulé, ancien ministre de l'Intérieur et de l'administration territoriale. Il se dit toujours que les gens vont se corriger. Devant moi, il a dit à Daouda, mon commandant, et ça fait la 3e fois que le ministre de l'Intérieur me dit que vous n'êtes pas avec moi. Faites attention à vous, je vous renouvelle ma confiance. Moi, depuis ce jour-là, le climat entre lui et moi s'était détérioré. Daouda Malam Wanké n'a pas de grief qu'avec Soulé Abdoulaye. Il nourrit de la rancœur également vis-à-vis de la famille du président. Abdallah Wafi, ancien chef de service de renseignement. J'ai entendu à plusieurs reprises des griefs, des remontrances contre le rôle que jouait la famille et certains amis et qui, eux, prenaient de plus en plus de l'influence auprès du président, ce qui était une démarche tout à fait normale. Mais je pense que, voyez-vous, il avait un faible, le président Barré, pour ses amis, pour sa famille, parce que, encore une fois, je me réfère aux qualités humaines dont je parlais. C'est quelqu'un qui était extrêmement bon vis-à-vis de ses proches, de ses relations, de ses parents. Moi-même, personnellement, j'ai eu à bénéficier de tout à cause de nos relations personnelles. C'était quelqu'un d'extrêmement fidèle et qui avait un sens de l'amitié très très prononcé. Mais la rumeur veut qu'il y ait une plus grande rivalité et même un affrontement entre Wanké et Djibril, le frère du président. C'est vrai, Djibril était naturellement très proche de son frère et qui aussi se sentait quelque part en tant que le garçon l'aîné vis-à-vis de Djibril d'avoir un rôle assez protecteur. Mais ce n'était pas aussi ce que les gens pensaient. Je l'ai entendu une fois sur une boutade, il nous a dit, voyez, j'entends des rumeurs comme quoi Djibril va être ministre des Finances. Je me dis, mais n'importe quoi, les gens racontent n'importe quoi. Regardez, c'est de la manipulation. Donc je pense que ces relations familiales aussi ont été quelque part instrumentalisées pour créer la zizanie parce que tous les moyens étaient bons pour essayer de battre en brèche cette cohésion qu'il y avait au sein de ce groupe, et notamment entre Wanké et Barré. Djibril Barré, le frère cadet du président. Wanké, il manifestait une hostilité vis-à-vis de la famille, pas parce que la famille s'impliquait, mais parce que Wanké, il avait peut-être ses ambitions, comme je vous ai dit. À la conférence, je vous ai déjà, il faut que je vous le dise, ils avaient été parmi les officiers qui ont demandé à la mise à la retraite des chefs supérieurs, donc y compris le président Barré. Donc il avait déjà ces ambitions-là. Bon. Ensuite, donc quand nous on était là, évidemment, on avait des relations distantes, pas seulement moi. Moi, j'étais le seul parce que j'étais détaché. Il fallait que je sois détaché pour être à Niamey. Détaché de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest pour laquelle il travaillait.
C'est donc à ce titre qu'il était auprès de son frère. Quoi qu'il en soit, le président est conscient de la menace qui pèse sur lui, sur sa vie. Il a décidé d'en parler et de prendre les mesures adéquates dès son retour, puisqu'il compte se rendre le lendemain dans le nord du pays. Un aller-retour dans la journée. Ibrahim Barry Maïna Sarr, en croyant musulman, est persuadé que rien ne peut lui arriver si ce n'est la volonté de Dieu. Mais devant l'insistance de son ministre de l'Intérieur, inquiet, devant l'insistance d'Abdoulaye Soulé, il a promis de prendre des mesures préventives. Moi, j'étais avec lui une fois encore, 1 heure de temps avant son départ à l'escadrille. Nous lui avons recommandé qu'il fallait mettre la main sur certaines personnes avant qu'il ne quitte Niamey. Mais une fois encore, il a voulu que cela se fasse après son retour. Je suis allé plus loin, je lui ai dit, Monsieur le Président, c'est pas vous qui commandez votre retour, c'est Dieu. Il a dit, bon, si c'est ce que Dieu a choisi pour moi, je l'accepte. Voilà sa dernière réponse. « 9 avril 1999, Niamey. Ce vendredi, le président Ibrahim Barry Maïna Sarr, arrivé 3 ans plus tôt à la tête du Niger, doit effectuer un déplacement à l'intérieur du pays. Un aller-retour dans la journée. Clémence Barré, son épouse. Le matin, il m'a dit au revoir, me disant qu'il serait rentré en début d'après-midi. Il m'a dit de ne pas l'attendre pour manger. Il s'était fait préparer une collation qu'il emmenait avec lui dans l'hélicoptère. 10h30. Le président arrive à l'escadrille militaire de l'aéroport de Niamey. Il descend de voiture et passe en revue un détachement de l'armée venu lui rendre les honneurs. La fanfare exécute la marche militaire. Ibrahim Barry Maïna Sarr avance vers l'hélicoptère qui doit l'emmener vers l'intérieur du pays. Amani Amadou, le majordome, est déjà assis dans l'hélicoptère. Quand je suis entré de l'hélicoptère, il est venu pour saluer les militaires, les derniers personnes il va les saluer pour tourner pour entrer de l'avion. Et quand il a fait paf avec son pistolet, il a tiré à l'air. Pour vous, c'est Wanké qui a d'abord tiré en l'air pour donner le signal? Oui. Ça là, moi, je vais jurer de ça. Moi, je suis coincé de l'hélicoptère. Quand il a fait paf là, les 12-7 qu'il est en face de l'autre côté, il a commencé à tirer. C'est un déluge de feu donc en direction du président. C'est la garde présidentielle qui tire d'abord au fusil mitrailleur. Touché, Ibrahim Barry Maïna Sarr s'affale. Amani Amadou, le majordome du président. Quand il a fait paf là, les 12-7 qu'il est en face de l'autre côté, il a commencé à tirer. Première personne qui sont ici, c'est Ali Saad. Donc moi j'ai vu Ali Saad, il est venu, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. C'est là, tous les militaires là, ils sont fuis pour laisser les présidents que les Tilly. Blessé donc à la jambe dans cette fusillade nourrie, le commandant de sa garde rapproché, Ismaël Tilly, tombe en s'écriant « Monsieur le Président, Monsieur le Président !» Barré a encore la force de dire « Ça va, ça va ». La fusillade s'arrête. Les gens courent dans tous les sens. Amani Amadou. Donc il est tombé sur son ventre. Tilly, j'ai vu son pied, comment il est. Mais même que Tilly, il est blessé, il a fait son travail. Il a mis son talkie-walkie. Je ne sais pas si ça fonctionne ou si ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai entendu ça là, je l'ai vu avec mon yeux. Il a dit, Monsieur le Président, il était attaqué. Et c'est là, Barry Ibrahim, il a pris sa main pour dire quelqu'un qu'il a venu les aider, quoi. Tilly, bien que blessé donc, hurle des ordres dans le talkie-walkie. La voiture, vite, la voiture, vite. Le véhicule parvient quand même à se frayer un chemin et on tente d'évacuer Barré. C'est à ce moment que se déclenche un autre déluge de feu avec cette fois-ci un 12-7, une arme lourde utilisée généralement pour détruire les chars. Un second rodéo meurtrier. Amani Amadou, le témoin oculaire. Son frère, il a calé les monteurs. Quelqu'un, il a crié, il a dit, démarrez la voiture là. Il a démarré la voiture pour ouvrir la porte. C'est là qu'ils ont ouvert la feu encore. Sur les dos des idées et sur les dos des présidents. Donc là, j'ai entendu quelqu'un qui était venu. Il n'a pas dit président, hein. Il a dit, moins journal. Il n'a pas répondu, il a dit, il est mort. C'est là, je vois, tout le monde, ils sont partis. Ils sont appelés les pompiers pour prendre son corps. Ibrahim Barry Maïna Sarr a été sauvagement assassiné. Son corps, du moins ce qui en reste, gît par terre sur le tarmac. Outre le président âgé de 50 ans, 4 personnes dont une femme vont rester sur le tarmac quand les jeeps vont s'éloigner en trombe de l'aéroport. Aussitôt, les communications avec l'étranger sont coupées. En ville, personne ne sait encore ce qui se passe. Seuls quelques rares officiers, quelques proches de l'armée sont informés. Abdallah Wafi,
en fait partie. Quand j'ai appris, moi, les événements, vous savez, la première personne que j'ai appelée, c'était le commandant de Malawanké pour dire, écoutez, j'ai appris qu'il y a des problèmes à l'aéroport, à l'escalier, au départ du président. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est lui qui m'a appelé, il m'a dit, oui, il y a eu des problèmes. Et d'après ce que je sais, le président a même été tué. Et je lui ai répondu, qui a fait ça? Il s'est déroulé un silence. Et j'ai compris qu'il n'était pas aussi étranger à cela. Jusque-là, les médias n'annoncent encore rien. Niamey est calme et tout le monde vaque à ses occupations sans se douter du drame qui vient de se jouer à l'aéroport. Docteur Clémence Barré, son épouse, est à son travail. Oui, j'étais le médecin du lycée qui était en face de ma clinique, donc je procédais à des consultations dans ce lycée-là. Abdallah Wafi, ancien chef de service de renseignement. Et à ce moment, mon premier réflexe a été immédiatement d'aller rencontrer son épouse qui était au lycée français de Niamey, vous savez, le médecin, en train de soigner les enfants du lycée français. J'ai fait irruption dans son bureau, elle m'a regardé, elle m'a dit qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit ça ne va pas, il y a des problèmes, il faut partir. Et là, elle est sortie, elle m'a suivi et je lui ai dit il faut prendre les enfants parce que ces enfants étaient à l'école française. Et là, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit c'est grave. Je lui ai dit oui, j'essaie d'avoir des nouvelles, j'ai appelé sur les téléphones mobiles de tout ce qui était à l'aéroport, personne ne répondait et j'ai compris que les événements étaient suffisamment assez graves. Voilà comment elle a quitté et je lui ai demandé pour le moment, en attendant que nous soyons informés, que nous sachions ce qui se passait, qu'elle se mette à l'abri. Mais vous savez, l'instinct de la femme, je crois qu'elle a tout de suite réalisé que le pire était arrivé. Docteur Clémence Barré, l'épouse du président. Moi donc, je suis partie me réfugier, comme je ne pouvais pas rentrer chez moi. Mes enfants étant dans ce lycée, j'ai regroupé mes enfants et je suis partie chez une belle-sœur. Et en effet, ce n'est que vers 13h que j'ai vu que la situation se dégradait. J'ai vu des militaires qui sont venus chez ma belle-sœur. Ils cherchaient mon beau-frère Djibril Barré. Et donc, j'ai vu, moi, je n'avais pas compris que déjà ces personnes étaient passées de l'autre bord. Quand j'ai vu ces militaires, je leur ai demandé des nouvelles de mon mari. Ils ne m'ont pas répondu. Et je me suis dit... ça y est, ils repartent, ils n'ont pas trouvé Djibril, mais ils pourraient très bien revenir et cette fois-ci venir me chercher moi. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit qu'il fallait que j'aille mettre mes enfants à l'abri. Et comme je suis née de mère française, j'ai demandé à l'ambassade de France si elle pouvait m'accueillir avec mes enfants le temps que je vois clair puisque je n'avais pas où aller. C'est quand je suis arrivée à l'ambassade de France avec mes enfants, l'ambassadeur de France de l'époque m'a accueilli avec sa femme en me disant condoléances. J'ai compris qu'il était décédé, il était autour de 13h, alors qu'il était décédé, comme je vous le savais, 3 heures plus tôt. Rayana Barré, la fille du président qui vient d'être sauvagement assassinée à l'aéroport. On est venu me chercher en cours. Alors je me souviendrai toujours quitter ma classe et en faisant des coucous à mes amis, j'étais assez contente de pouvoir rater mon cours de philosophie. Et on nous a pris, et je voyais les gens s'agiter un peu dans la cour et les gardes du corps qui nous emmenaient. Et les gens, donc là, le directeur qui disait il y a des gens qui veulent faire du mal à ton père. Et là, on était inquiets, on nous a amenés chez ma tante. Et là, plus personne ne nous disait rien. Il y avait de l'agitation, je voyais les visages tendus. On nous avait fait monter dans une chambre en haut et je m'étais recroquevillée pour prier, pour espérer que tout s'arrangerait et que tout se passerait bien. Quand j'ai entendu un enfant qui est rentré dans la chambre et qui a dit « Oui, on est venu me chercher, il paraît qu'on a tué le président ». Et c'est ainsi que j'ai su que mon père était mort. Docteur Clémence Barré, l'épouse du président. J'avais une fille qui était aux États-Unis. Elle l'a appris sur Internet, la fille aînée. Les 4 autres enfants l'ont appris en même temps que moi, de la bouche de l'ambassadeur de France. Le dernier des enfants n'avait que 6 ans. Rayana Barré, la fille du président. On m'a autorisé, donc juste moi, pas ma mère ni mes frères et sœurs, mais avec l'accord de la France avait négocié pour que je puisse aller récupérer quelques affaires à la résidence. Clémence Barré et ses enfants à l'abri au consulat ne savent pas encore où est la dépouille du président. Les putschistes l'ont transporté sans ménagement, sans respect et l'ont abandonné dans sa clinique. Et je n'ai pas su qu'il était dans ma clinique. Ce n'est que le soir, parce que tout l'après-midi, j'ai demandé à essayer d'aller me recueillir sur sa dépouille.
Ce n'est que le soir que l'ambassade de France a mis des gardes du corps à ma disposition. Ils m'ont emmené et c'est là que j'ai découvert qu'ils avaient emmené son corps et qu'il était dans une chambre de ma petite clinique. Et c'est là que je l'ai vu, je ne savais pas. On m'a dit en fait qu'il fallait que je vienne le voir là parce que à partir du lendemain, il serait à la morgue de l'hôpital de Niamey en attendant l'enterrement. Abdoulaye Souleh, le ministre de l'Intérieur et de l'administration territoriale. C'est le plus petit des enfants du président quand on lui a dit que le président est mort. Sa première réaction, c'est de dire j'espère que tonton Daouda est en vie. Il faut dire que dans ces premières heures qui suivent le coup d'État, personne ne l'a encore revendiqué. Et curieusement, dans un discours radiodiffusé, le Premier ministre, Ibrahim Hassan Mayaki, a présenté la disparition du président comme un accident malheureux. Un accident malheureux? Pourquoi cette version? Cette déclaration va évidemment susciter de nombreuses interrogations. Pourquoi le Premier ministre n'a-t-il pas tout simplement dit la vérité? Bien sûr, dans le climat de l'époque, cela soulève de nombreuses interrogations. Est-ce que ce discours n'était pas rédigé avant le putsch? Est-ce que cela ne conforte pas la thèse assez sérieuse que voulait que ce coup d'État ait été programmé pour se passer pendant le vol, en hélicoptère? Le trajet ayant été détourné, les putschistes auraient-ils anticipé l'opération? Et si Daouda Malamwanké était tout simplement une marionnette aux mains de quelques commanditaires, des hommes politiques? Autant de questions qui vont relancer le débat sur ce violent assassinat du président Ibrahim Barry Maïna Sara. Nous en parlerons la semaine prochaine dans la dernière partie de cette série d'émissions. Nous parlerons également des curieuses décisions institutionnelles qui vont suivre ce crime et de l'injustice dont souffre encore sa famille plus de 15 ans après sa disparition. Peut-on mettre l'amnistie de quelques putschistes dans les textes d'une constitution? Mais tout de suite... Archives d'Afrique. Le jeu. Voici venu le moment que beaucoup d'entre vous attendent avec une impatience non dissimulée. Le jeu Archives d'Afrique qui vous permet chaque semaine de gagner les coffrets Les leaders africains du XXe siècle. Un opus de 20 CD avec 13 personnages, 13 leaders qui ont marqué l'Afrique le siècle dernier. La semaine dernière, il fallait identifier l'auteur de ces propos. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Vous êtes évidemment nombreux, très nombreux à avoir reconnu le président Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé qui a dirigé la Haute-Volta puis le Burkina Faso d'août 1983 à octobre 1987. Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook et les 5 premières bonnes réponses sur notre répondeur téléphonique sont Valérie Monté à Yaoundé, David Lobo à Abidjan, Michel Nyamba à Koudougou au Burkina Faso, Séraphin Boris Bagidi à Parakou au Bénin, Dominique Kiendre Veogo à Bobo Dioulasso au Burkina Faso, Solange Mekapossi à Padoue en Italie, Augustin Noukafou à Thiévier au Togo, à Samoa Didier Kwame à Abidjan en Côte d'Ivoire, Yacouba Togo à Bamako au Mali, Fabien Kuala Wendiam à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Voilà pour les gagnants de la semaine qui recevront à leur adresse postale leur coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle, volume 2, avec évidemment une dédicace personnalisée. Cette semaine, c'est peut-être à votre tour de gagner ce merveilleux cadeau, en reconnaissant vous aussi l'auteur de cette phrase. Je trouverai la couronne devant le trône et je la prendrai, je la mettrai sur la tête. Vous serez l'homme qui couronne l'empereur. Qui est ce grand personnage de l'histoire contemporaine de l'Afrique? Tout de suite, à vos ordinateurs. Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook, Archives d'Afrique, et les 5 premières bonnes réponses sur notre répondeur au 0033 1 84 22 93 32 recevront chez elles les coffrets Les leaders africains du XXe siècle, volume 2, à vos téléphones et à vos ordinateurs. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site des RFI. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons rendez-vous pour la suite de la série d'Archives d'Afrique spéciale Ibrahim Barry Maïna Sara la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Mais tout de suite, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NSIA Assurance et Banque, présent dans 12 pays d'Afrique subsaharienne.